Bonjour à tous et bienvenue dans ce dossier de la rédaction. Comment enrayer les violences et endiguer le trafic de drogue? À Nîmes, 2 personnes ont perdu la vie à la fin du mois d'août. Nous souhaiterions, à travers ce reportage et ce dossier de la rédaction, illustrer, mettre en valeur le travail de toutes les associations, acteurs et médiateurs qui œuvrent au quotidien pour le bien-être des habitants. À commencer par l'association Graines de France, dont le directeur général n'est autre que Reda Didi. Bonjour. Bonjour, Merci pour votre invitation. Vous êtes aussi le fondateur de cette association, ancien formateur en éducation populaire, ancien délégué interministériel adjoint à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Vous avez consacré littéralement votre vie justement à la vie des quartiers prioritaires, à l'image de Graines de France, qui a ce rôle de réconcilier jeunes et police. Oui, qui a ce rôle global de travailler sur 2 sujets, les questions d'empowerment et les questions de relations institution-population, et en particulier les relations l'amélioration de la relation police-population, police et police-jeunes plus spécifiquement. Absolument, qui est un grand défi pour notre pays. Et vous tournez quand on voit encore oui, vous tournez partout en France. Oui, on est partout en France. On est à Nîmes, à Avignon, Montpellier, Lille, Paris, Lyon, pour ne citer que. Alors aujourd'hui, les règlements de compte se multiplient. On l'a encore vu dans l'actualité ces derniers mois. Et des balles perdues. Un jeune garçon de 10 ans, un autre de 18 ans, l'espace d'une semaine à Nîmes, c'était en août. Cette évolution de la dangerosité en France, est-ce qu'elle est réelle? Vous l'observez, vous? Ou bien elle est juste surmédiatisée? Non, je pense qu'elle est réelle. Elle est réelle, que ça a évolué depuis que nous on travaille dans les quartiers. C'est-à-dire qu'on a commencé très tôt, et d'ailleurs pour ma part j'y suis né. On a eu une réelle évolution de la violence et de la présence notamment des armes à feu ces dernières années. Ça n'existait pas, dans les années dans lesquelles nous on a grandi notamment. Donc cette évolution de la violence est réelle. Alors justement, sur le pas plan... un ressenti. Alors justement, sur le plan sécuritaire, grosse actualité, calendrier chargé en cette fin du mois d'octobre. La Première ministre s'est exprimée dans l'après-midi devant 500 maires. Demain, c'est le comité interministériel des villes qui est organisé. Qu'attendez-vous de toutes ces réunions? Qu'est-ce qu'on peut sortir comme annonce de tout cela? Alors moi j'ai l'impression que les propos de la Première ministre cet après-midi étaient plutôt des propos sur une réponse sécuritaire. Il en faut une, nous on a toujours été pour, et de toute façon les habitants des quartiers populaires sont en demande de plus de sécurité, sont en demande de plus de présence policière, sont en présence d'une demande d'îlotier, sont en présence de pouvoir échanger plus régulièrement avec leur administration et notamment l'administration policière. Donc cette partie-là, ok, dont acte, il fallait la faire, mais il faut aussi une réponse un peu plus globale, et notamment sur les raisons profondes et les raisons sociales. Et j'espère que demain, au CIV, ces réponses seront là. Social, justement, on en parle de ce dossier de la rédaction, les associations, on a voulu les mettre en valeur, les médiateurs, ceux qui œuvrent au quotidien pour éveiller, cultiver nos jeunes. Reportage notamment à Nîmes, à Montpellier et à Toulouse. « 25 août dernier. C'est un drame qui fait intervenir le ministre de l'Intérieur jusqu'à Nîmes et les CRS. La mort de Fayed, 10 ans, d'une balle perdue, à la suite d'un règlement de compte sur fond de trafic de drogue. » Déjà de visu? Ouais, de visu, ouais. Après, un filet. Bon, allez, on prend le périmètre, on regarde ce qu'il y a, on est plus sur lui, on va partout. Comme on a pu le voir d'ailleurs sur les dernières semaines, c'est ce type d'opération qui nous a permis de découvrir au sein d'un box, dans un sous-sol, 4 armes de guerre, 5 kilos de résine de cannabis. C'est ce même type d'opération qui a permis il y a quelques semaines de découvrir un appartement qui abritait une nourrice avec 11 kilos de cannabis. Donc on est vraiment sur des opérations dans un but administratif, mais qui permettent, là aussi, outre le fait d'occuper le terrain, d'avoir un certain nombre de découvertes, un certain nombre de points. Et c'est le cas sur l'opération d'aujourd'hui. Ce quartier qui a connu depuis le début de l'année 11 tentatives d'assassinat et qui fait l'objet évidemment de toutes les attentions de l'État, puisque je rappelle que dans la ville de Nîmes et singulièrement dans ce quartier, il y a eu 140 interpellations depuis le 1er janvier pour trafic de stupéfiants,
3 tonnes saisies de cannabis en 2022, vous avez bien entendu. Et évidemment, nous avons, avec beaucoup d'intérêt, regardé l'évolution du trafic de drogue, qui certes a diminué sur les points de deal à Nîmes, mais qui continue à être extrêmement puissant dans sa rémunération, puisqu'un point de deal, c'est 60 000 € d'argent liquide par jour. Une réponse d'urgence donnée à un quartier de 13 000 habitants qui subissent des violences, de l'insécurité et de la précarité. Vous en pensez quoi, vous, là, de ce qui se passe en ce moment? Une horreur. Nous, ça fait 20 ans qu'on est là, on n'a jamais vu ça. Jamais. C'est une horreur. Le problème, il faut que la police soit présente sur le quartier, hein, comme du temps où M. Avrin était le directeur général des polices urbaines et que Sarkozy l'a descendu en flammes parce que les policiers jouaient au foot avec les enfants, etc. Il faut de la convivialité sur le quartier. Et la police, en ce moment, ne marque pas de points avec ces opérations coup de poing. C'est nécessaire. Ah, j'ai pas dit que c'est pas nécessaire, hein. Mais c'est pas ça qui va faire changer le problème. Ils le savent ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, ils le savent vraiment en vérité. La drogue, elle vient d'où? La drogue, elle vient du Maroc. La drogue, elle vient d'où? Elle vient du Maroc. Coupez les ponts avec le Maroc, moi, il n'y aura plus de drogue. Mais aussi le retrait d'agents des services publics, chauffeurs de bus ou employés de la médiathèque qui ont quitté temporairement les lieux ces derniers mois. Les barrages filtrants qu'ils mettaient en place, les fouilles et surtout dernièrement ce qui a été un peu mis en crainte nos agents, c'est qu'ils avaient des intrusions dans la médiathèque avec des personnes qui venaient filmer, prendre en photo. Ce drame malheureux de la mort du petit Fayet de 10 ans, c'est le syndrome de la balle perdue. C'est-à-dire la balle qui peut toucher n'importe qui, à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment. Et ces gens qui viennent travailler, qui assurent la mission de service public, comme, encore une fois, les ordures ménagères, l'eau, l'assainissement, le transport public, ils ont le droit également de travailler en toute sécurité. Il faut les comprendre aussi. Le ministre de l'Intérieur, se nommant référent urgentiste de la sécurité, annonce alors 3 mesures pour réinstaurer la sérénité au sein du quartier. L'arrivée de 15 officiers de la PJ pour mener les enquêtes, une unité de CRS développée sur le Gard et la création d'un GIR, service d'enquête sur le blanchiment d'argent. Avec aussi en ligne de mire la fameuse création d'un commissariat local réclamé depuis longtemps par la ville. Il arriverait à la fin de l'année. La sécurité donc, oui, pour solutionner rapidement, mais pas que, selon l'homme d'État. Il est évident qu'il y a un sujet d'urbanisme. On voit bien que ce quartier est un quartier difficile par son urbanisme pour empêcher les policiers d'intervenir. Il y a donc un sujet de logement, d'habitat dégradé qui fait naître aussi des marchands de sommeil, des gens qui planquent de l'argent et qui planquent de la drogue en échange de la misère des habitants. C'est comme ça que ça se passe très concrètement. Il y a évidemment une concentration de population qui connaît des difficultés. La mixité sociale est une des réponses pour lutter contre l'insécurité et aussi le trafic de drogue. Je veux aussi dire qu'il y a une responsabilité, bien sûr, des parents, mais aussi des consommateurs de drogue. Parce que celui qui fume son joint ou qui prend son rail de coke, ça peut apparaître festif et sympathique comme ça dans certains quartiers ou beaux quartiers, mais ils sont directement responsables de ce règlement de compte et de la mort de ces personnes. C'est bien le trafic de drogue qui a causé la mort de cet enfant. Ce n'est pas la police nationale, c'est pas l'État, c'est pas la ville de Nîmes. Et troisièmement, je terminerai par là, il est évident que par ailleurs, nous avons avec l'éducation nationale d'un côté, avec l'éducation populaire de l'autre et avec la justice, des partenaires qui travaillent ensemble. Donc les policiers en plus, les moyens de sécurité en plus, c'est évidemment un premier pas, mais ce n'est pas le seul pas de la lutte contre la drogue. Logement, mixité sociale, parentalité, éducation. Autant de solutions à développer sur notre territoire. Vous voyez bien que les CRS qui sont venus au compte-gouttes lorsque le maire avait pris la décision de fermer la médiathèque, ça n'a pas eu d'effet. Donc là par contre, le fait de mettre une présence policière très importante jusqu'à la fin de l'année, donc je crois que c'est la CRS 41 qui sera là puisque c'est une CRS de Montpellier, ça va être intéressant. Oui, mais je crois que dans ces quartiers-là, il y a plusieurs réponses. Il y a une réponse sécuritaire, il y a une réponse de prévention et d'éducation par rapport
aux jeunes populations et de parentalité. Et puis il y a tout ce qui est l'action sur l'habitat, la rénovation urbaine. Moi qui étais l'ancien adjoint à la rénovation urbaine de Nîmes, depuis 3 ans, ça n'a pas trop avancé. C'est pas faute de volonté politique des élus, c'est parce qu'on a trop de démarches administratives qui prennent trop de temps. Sauf qu'il faut avoir le courage, de dire les choses, il faut avoir le courage de dire qu'effectivement, si l'on retirait la nationalité française aux binationaux qui font des conneries en France, ça réglerait une partie de la solution, pas toute la solution mais une partie. Si on avait le courage de dire que les délinquants étrangers n'ont plus vocation à être sur le territoire, ça réglerait une autre partie. Si on avait aussi le courage de dire qu'il faut supprimer l'excuse de minorité parce que beaucoup de gamins qui ont largement moins de 18 ans, eh bien, ça donne au deal. Là aussi, on pourrait trouver les solutions. Mais aujourd'hui, il nous faut retisser les liens, et notamment retisser les liens des services publics dans tous les quartiers. Et contrairement à ce qu'on peut croire, les quartiers les plus fragilisés sont ceux qui ont connu le plus grand recul de la part des services publics, que ce soit les quartiers populaires des grandes villes ou même les territoires ruraux. Et c'est à ces questions-là qu'il nous faut nous attaquer aujourd'hui, au lieu de continuer à sombrer dans l'individualisme, le libéralisme et la course au profit. Parce que quand on pose la question aux habitants, en plus des difficultés de précarité générale, des difficultés liées au logement, ils disent nous avons besoin de liens et nous avons besoin de médiation avec les institutions. Donc nous allons le mettre en place à titre expérimental et nous allons voir comment ça va évoluer et nous espérons vraiment que ça portera ses fruits. Alors bien sûr, ça ne répondra pas à tous les besoins des quartiers, mais on aura essayé. Leur rôle, c'est faire de la prévention, de faire de la sensibilisation auprès des jeunes et des moins jeunes aussi, et au final de lutter en troisième rideau contre le trafic de stupéfiants en ayant vraiment un rôle d'information et de sensibilisation. On ne peut pas dire que les parents qui sont responsables. Il y a aussi la société, il y a aussi l'État, il y a aussi... tout le monde il en part des responsabilités, mais les parents en premier. Vous savez que si j'ai un enfant violent, je dois l'accompagner, je dois l'aider. Je ne dois pas perdre mon enfant dans un drame comme celui-là. Alors objectif aujourd'hui, un mot d'ordre, reconquête et démocratie dans ces quartiers où vit déjà un tissu social exemplaire. Ce qu'on souhaite, c'est que ce conseil associatif perdure et petit à petit que les gens commencent à se l'approprier et à mieux comprendre à quoi ça sert. En ce mercredi après-midi, enfants, parents, retraités, tous habitants de Pisevin, se creusent les méninges. Certains planchent ainsi sur un projet de courtoisie urbaine. D'autres voudraient développer le bien-être. Il y a quelque chose que j'aurais bien aimé que je pensais à faire quelque chose qui soit en rapport avec le rire. Le rire ? Ah bah on va faire le truc, comment ça s'appelle ? L'atelier du rire, oui. Et la santé mentale ? Il y a une formation, je vais proposer une formation et je pense que ce serait l'occasion justement de la mettre en place, cette formation. C'est les premiers secours en santé mentale, ça s'appelle. Donc à mon avis, ça peut valoir le coup. Objectif, développer la vie du quartier tout en continuant à créer le lien. C'est en tout cas la volonté de Sounia. Moi, quand je suis axée à l'association, c'est pour apprendre la langue française. Deuxième chose, pour les loisirs. Troisième chose, c'est pour les démarches administratives. Je découvre plusieurs choses. C'est important d'avoir la présence d'une association, une vie associative sur le quartier ? Bien sûr, oui, c'est très très important. Pourquoi alors ? Pourquoi ? Parce que, comment on dit, se présentent les paroles des habitants qui parfois qui ne savent pas parler, qui n'arrivent pas à exprimer leurs besoins, leurs besoins. Oui, c'est ça. À travers ce premier conseil associatif de la rentrée, nouveau mode de pensée, instaurer une gouvernance démocratique. Que les adhérents puissent participer plus activement à la vie de l'association et pas juste venir faire l'activité et repartir. L'objectif, c'est que vous puissiez vous aussi faire des propositions, être acteur dans ce qui se passe dans la vie de l'association, mais aussi, comme le dit Soumia, dans la vie du quartier. Voilà. On a ce rôle de médiateur aussi entre les institutions et les habitants. Et puis c'est aussi un moment pour eux de pouvoir avoir des activités, pouvoir souffler, pouvoir sortir. Les habitants d'ici, enfin du quartier en tout cas, avec cette barrière linguistique, des fois n'osent pas aller vers l'extérieur, connaissent pas leur territoire. Donc nous, on est aussi ce lien.
La vie associative, elle est primordiale dans ce genre de quartier. Je dis genre de quartier parce qu'on est un quartier politique de la ville. C'est un quartier prioritaire avec énormément de problématiques et on est des leviers à ces problématiques. Mais malheureusement, on ne va pas nous dire, eh ben, écoutez, on ne va pas aller voir les jeunes, leur dire de partir de là. Enfin, c'est pas possible. Donc il y a des petits moyens, mais nous on est là vraiment pour accompagner les habitants et essayer de faire en sorte qu'ils vivent le mieux possible dans un cadre de vie qui est un peu compliqué actuellement, dans un environnement un peu délétère, plutôt malsain. Mais il y a des institutions qui sont là pour régler ce problème de sécurité. Nous, on n'est pas là pour régler ce problème-là, on est là pour accompagner les habitants et aller sur l'espace public. Je pense que c'est l'une des meilleures solutions. Un quartier délétère, en pleine transition, tous y croient. Car au-delà du projet de la rénovation des logements par l'ANRU, mené en ce moment, un centre social municipal viendra en 2024 coordonner les acteurs de terrain et les actions. Aujourd'hui, on a un projet qui est pilote en France avec un centre municipal d'animation de la vie sociale qui cherche à coordonner au mieux les acteurs de terrain et les actions qu'ils peuvent mener, notamment dans le cadre du contrat de ville. On va édicter à partir de janvier un nouveau contrat de ville pour les 6 ans à venir où on va prioriser les actions clés qui devront être menées sur la sécurité et la prévention de la délinquance, sur l'aide aux familles et la santé, la prévention santé, la prévention aux addictions qui est prépondérante ici, mais aussi tout un accompagnement éducatif, social, en termes de sport et d'accès à la culture. On a tout un travail de fond multipartenarial qui est mené avec l'État, avec les bailleurs sociaux, pour arriver à transformer ce quartier. On va aussi dans le cœur social du projet, c'est-à-dire penser la mobilité, penser les équipements structurants, penser le projet éducatif global et également l'ensemble des acteurs partenariaux, associatifs qui sont concernés. L'accès à la culture, justement, en réponse à la délinquance. Le poète et écrivain Nourdine Barra l'a bien compris. Lui a grandi au cœur du quartier La Paillade, à Montpellier. C'est arrivé il y a quelques mois, là. Après avoir vu du pays quand même et être parti un peu, c'est quand même un quartier que j'aime, moi, pour les rapports simples qu'on a avec les gens. Ce que je vis, et beaucoup d'autres à La Paillade qu'on peut difficilement comprendre, c'est que je croise tous les jours des gens avec qui j'ai été au collège, en primaire, au lycée. Avoir 47 ans et les croiser tous les matins quand on part faire ses courses, c'est quand même un privilège rare, ça. Et voilà pourquoi La Paillade est vraiment un quartier auquel on s'attache, quoi. C'est comme une histoire d'amour, en fait. On l'aime avec ses qualités et ses défauts. Ouais, c'est ce qui fait que ce quartier, il faut comprendre que le facteur humain est au cœur de toutes les relations. Ce qui fait aussi qu'on peut se fâcher avec son quartier, ça a été mon cas. Mais aussi, c'est aussi pour ça qu'on y revient. Parce que toute autre vie à côté de ce qu'on peut vivre ici, en tout cas dans son rapport aux autres, peut paraître fade. Il y organise aujourd'hui des ateliers littéraires. Lui relie les gens grâce à l'amour des mots. Auteur, connecteur, bienveillant avec les enfants et les adultes aussi issus du centre-ville de Montpellier qui discutent ensemble du livre qu'ils ont aimé. À défaut de pouvoir quitter le quartier, qu'ils voyagent à travers les livres. Voilà, ça c'est l'urgence pour ces enfants, c'est qu'ils se projettent dans des perspectives de vie différentes. Et en attendant de vraiment les vivre, qu'ils en attrapent le goût à travers leur lecture, qu'ils en chopent l'envie à cet endroit-là. Et qu'ils découvrent à travers des personnages 1000 manières de se comporter dans la vie. Ce qui est sûr, c'est que sans livres, et ces enfants sans livres, réduisent leurs chances de mettre à mal un déterminisme social qui opère très dur dans les quartiers populaires. Un déterminisme social, c'est de grandir dans un quartier où le devenir paraît aussi bouché quand on voit nos grands frères, quand on voit ses parents contenus dans des conditions sociales identiques. On finit par soi-même se projeter là-dedans et imaginer que son avenir, même quand on est enfant, se trouve là-dedans. Le goût des mots, nourri par la lecture, mais aussi la musique, avec l'assaut tactique. Ici, aux Isards, quartier classé prioritaire de Toulouse, la culture est au centre de tout. Quand on ne connaît pas, il faut avouer qu'on a parfois
une image un peu dégradée de ce quartier, mais nous on le connaît bien et il s'y passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'initiatives des habitants et des habitantes de ce quartier, de la programmation culturelle, des gens qui se bougent, quoi, vraiment, quoi. On y vit et vraiment, je vous assure que, alors c'est pas le paradis, mais c'est pas l'enfer non plus. Avec son festival Origine Contrôlée, organisé chaque année à l'automne, l'association souhaite insuffler une nouvelle idéologie, celle de s'émanciper à travers l'histoire et le spectacle vivant. Ouais, c'est important parce que d'abord on est militant, d'abord on a été habitant de ces quartiers et puis on est militant de ces quartiers parce que je sais pas, c'est un engagement pour la vie, quoi. Donc c'est important parce qu'on y a grandi, parce qu'on y a vécu, parce qu'on s'en est sorti aussi. Et que du coup on a ce regard de distancié, mais du coup un peu plus précis sur la situation. Donc c'est un peu c'est un devoir, et puis c'est des questions qu'on connaît très bien, donc on est à l'aise avec ces questions, et il faudrait de grands efforts, de grands efforts dans les quartiers pour faire accéder à la culture les gens des quartiers. Et nous, on fait ce qu'on peut, quoi. C'est à l'État, à l'Éducation nationale de faire son boulot. L'éducation nationale qui, en partenariat avec l'État, avait débloqué 100 millions d'euros entre 2020 et 2022 pour accompagner les jeunes entre 0 et 23 ans. Le label Cité éducative visait à dynamiser 80 quartiers français. Et un grand merci à Olivier Michel qui m'a aidé à préparer cette émission, mais aussi Antoine Guillet, Léo Robérol, Laura Dubois et Antoine Miaille. Alors justement, ce label Cité éducative, Reda Didi, 100 millions d'euros pour animer 80 quartiers grâce à des activités pour les 0 à 23 ans. Sur 2 ans, c'était la grande annonce en 2020 de l'Éducation nationale. Est-ce que vous avez une idée du bilan aujourd'hui? Est-ce que vous avez un certain recul, vous, en tant que référent? Nous, alors on n'a pas de recul là-dessus, on intervient sur plusieurs cités éducatives, notamment Sarcelles, Nanterre, Montpellier, on est en projet avec eux. Je trouve que c'est des dispositifs qui fonctionnent assez bien parce que finalement ça met en avant les acteurs qui sont proches du terrain, c'est-à-dire il y a en général dans le triumvirat, donc les 3 personnes qui décident des différentes actions, il y a le principal ou le proviseur, il y a quelqu'un qui est délégué par la préfecture et puis il y a quelqu'un de la mairie. Et on fait travailler différentes associations ensemble. Je trouve que c'est plutôt une dynamique positive par rapport à ce qu'on peut observer nous sur le terrain. Alors ça va faire partie des solutions qu'on va évoquer dans ce dossier de la rédaction, mais avant cela, un point sur cette métamorphose du trafic qui est évoquée aussi par le ministre de l'Intérieur. Il parle d'un exode des points de deal vers les villes moyennes où les cités sont moins surveillées, par exemple de Marseille vers Nîmes. Est-ce que vous partagez aussi cette réflexion ? C'est pas qu'on la partage, c'est qu'on l'observe. Le problème, c'est que les gens qui régissent le trafic de drogue ont oublié d'être bêtes. Et du coup, plus un territoire est surveillé, plus ils sont en capacité de pouvoir se décaler. Et donc, quand vous, si vous voulez, quand vous avez un périmètre sur une ville où on indique qu'il est QRR, quartier reconquête républicaine, ou QPV, quartier politique de la ville, ou en tout cas un quartier qu'on va surveiller un peu plus, les gens sont assez malins pour aller juste un petit peu plus loin, à 4-5 km, dans une petite ville moyenne juste à côté, pour continuer à développer leur trafic. Et ça n'empêche pas les clients de venir jusqu'à eux. Oui, ça, c'est des choses qu'on observe beaucoup, nous, sur les territoires sur lesquels on intervient. Alors, ça vient gangréner 60 000 euros à la journée, c'est le chiffre qui est cité par Gérald Darmanin. Vous confirmez cette économie souterraine? Est-ce que c'est différent d'un quartier à un autre aussi? Alors, je ne suis pas vraiment spécialiste, moi, de ces questions. Ce que je peux confirmer, c'est que, oui, j'imagine qu'il y a ce qu'on appelle des fours, c'est-à-dire des lieux de vente qui rapportent plus d'argent que d'autres. Ça dépend de la capacité et de la clientèle qui est autour. 60 000 euros par jour, oui, ça ne me semble pas déconnant pour un point de vente. Le syndicat de police Alliance que vous entendez dans ce reportage à Nîmes est opposé à la dépénalisation du cannabis pour solutionner les trafics de drogue. Est-ce que vous êtes de cet avis aussi? Est-ce que ce serait une solution pour lutter contre le fléau? Moi, je suis pour l'expérimentation et l'évaluation.
Je suis pour pas s'interdire une solution, je suis pour regarder, mais avoir de réels, j'allais dire, retours et de réelles évaluations des expérimentations qu'on mène. Donc pour moi, je ne m'interdirais pas sur un quartier, sur un territoire, de pouvoir dépénaliser en effet ce qu'on appelle les drogues douces, et puis voir quels résultats ça peut donner. D'autres pays l'ont fait. Il ne me semble pas que ce soit des pays totalement déconnants sur le sujet. Ça provoquerait pas d'autres dérives ? C'est ce qu'on dit depuis 30 ans et moi j'ai vu l'évolution sur les quartiers populaires, c'est-à-dire que il y a dans les années 80 il y avait le cannabis qui était présent, très peu la cocaïne, très peu l'héroïne et autres, même si l'héroïne était présente sur le territoire mais pas dans les quartiers populaires, c'était vraiment quelque chose j'allais dire d'insultant, de proscrit, voilà, et même les vendeurs de cannabis se cachaient sous terre, ne serait-ce que pour fumer une cigarette ou pour vendre leur cannabis. Il n'y avait pas des gens qui le faisaient au vu et au su de sous. Et puis j'ai vu depuis les années 2020 s'installer dans nos quartiers, au pied d'immeubles, des petites bandes de 5-6 avec quasiment un petit confort personnel, acquis un canapé, acquis une chaise, et vendre toutes les drogues disponibles sur le marché, partant de la cocaïne jusqu'au cannabis. Je vois bien que l'évolution part dans ce sens-là. J'aimerais bien qu'on puisse essayer autre chose pour voir si on ne peut pas arrêter cette dérive. Essayer, avancer d'autres solutions. L'autre, d'ailleurs, évoqué dans ce sujet, c'est la rénovation des quartiers à travers le projet En Rue. Gros projet actuellement en cours sur nos villes en Occitanie. Est-ce que ce serait une solution aussi qui peut venir éradiquer la violence et revoir cette métamorphose ? Oui, il faut sûrement repenser certains quartiers. C'est pas juste un coup de peinture. Non, mais je pense que beaucoup ont déjà été rénovés. Beaucoup de quartiers ont changé. Il faut continuer ce changement-là. Mais on ne peut pas uniquement rénover la pierre, il faut aussi mettre de l'humain au cœur de tout ça. Il faut aussi mettre de l'adulte au cœur de tout ça. Il faut aussi avoir des cadres référents positifs vers lesquels peuvent se tourner cette nouvelle jeunesse et vers lesquels peuvent s'identifier cette jeunesse. Je pense qu'on a peut-être ces derniers temps trop mis de moyens sur la pierre et pas assez sur l'humain. Et justement, la transition est toute trouvée. L'humain, on le valorisait dans ce reportage. Les associations qu'on a entendues disent toutes leurs limites à leur rôle. Celui de ne pas se substituer aux responsabilités de l'État. Quelles sont-elles, ces fameuses responsabilités, finalement ? Oh, il y en a beaucoup, c'est un problème complexe. Ce qu'on voit, c'est que je connais plusieurs des acteurs que vous avez pu citer. Oui, j'imagine. Avec des collectifs, voilà, c'est des gens avec qui on a l'habitude de travailler, ou avec qui on a l'habitude d'être en lien. C'est des gens qui ont donné leur vie pour les quartiers populaires. Et qui finalement n'ont peut-être pas eu les moyens ou peut-être pas eu l'évolution qu'ils auraient dû avoir au vu des problématiques qu'ils prennent en charge. C'est quasiment des associations parapubliques quasiment qui font le travail que devrait faire l'État sur ces territoires-là. Du travail de lien, du travail de liant, du travail de confiance, du travail de retisser du lien avec les différentes institutions, enfin tout ce travail-là qui n'est pas fait par ailleurs. Et je pense que quand on est une association de cet ordre-là, de ce niveau-là, il est parfois difficile de regarder l'avenir sereinement. Et peut-être qu'on ne leur a pas donné assez de visibilité, peut-être qu'on ne les a pas assez confortés pour pouvoir se projeter sur les années futures. Et ça, c'est une forme de fragilité qui a fragilisé de toute façon les quartiers populaires ces dernières années. Parce que par rapport à 2005, les associations sont beaucoup moins solides que n'avaient pu l'être lors des émeutes de 2005. Ah oui, vous remarquez une vraie évolution sur le rôle des associations et sur leurs limites ? Sur les moyens qui leur sont affectés, sur leur rôle et sur le nombre d'associations qui œuvrent sur ces territoires-là, oui, de toute évidence. De toute évidence, pour moi, le tissu associatif, c'est un peu appauvri.
En fait, c'est ce que disait Coluche, hein, avec les Restos du Cœur, et c'est la même chose quand on parle des associations qui œuvrent sur les quartiers populaires. Une association n'est pas faite pour durer. Et si elle est là à être amplifiée et qu'on démultiplie son nombre de salariés, qu'elle se renforce, c'est qu'il y a un problème. L'idéal d'une association, c'est de disparaître le plus vite possible. L'État ne doit pas se reposer sur l'association. Alors, quelle est la responsabilité de l'État dans ce cas pour améliorer la qualité de vie des habitants? L'État peut se reposer sur des associations. Par contre, il faut qu'elle lui donne les moyens, il faut qu'elle lui donne la visibilité de pouvoir se projeter à long terme. Et il faut qu'elle puisse être en capacité d'écouter aussi ses partenaires associatifs de terrain qui connaissent bien ces territoires et qui connaissent bien ces problématiques. Et peut-être qu'on ne les a pas assez mis à la table des discussions, des différentes solutions qui ont été évoquées ces dernières années concernant la problématique des quartiers populaires. Latifa Ibn Ziaten, qui intervient dans beaucoup d'établissements scolaires avec son témoignage fort suite à la mort de son fils, dit en appel à la responsabilité des parents notamment. Est-ce que vous partagez aussi cette vision? Est-ce que vous en appelez à la responsabilité des habitants eux-mêmes et des parents? Moi, j'en appelle à la responsabilité des parents comme j'en appelle à la responsabilité de tous les adultes référents qui travaillent sur ces territoires-là, qui sont auprès de ces jeunes-là, qui sont auprès de notre jeunesse. Ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a un délitement total du cadre et de l'adulte référent dans notre société, qu'on a du mal avec nos lois. Quand on interroge les jeunes, là, sur un dernier sondage qui est sorti, auquel j'ai assisté à la délivrance des résultats hier soir, les jeunes sont très clairs sur deux choses. Quand on leur pose la question « Est-ce que vous voulez plus de cadre et plus d'autorité ?», ils se battent pour avoir plus de liberté à titre individuel et dans leur sphère privée, et ils sont en demande d'avoir plus de cadres et plus d'autorité dans la sphère publique. Je pense que c'est un peu facile de rejeter la responsabilité uniquement aux familles. Les familles doivent être interrogées, bien sûr, mais ce n'est pas les seuls acteurs qui doivent être interrogés. Et je pense qu'on devrait, finalement, au vu de cette situation-là, par exemple le trafic de drogue, qui est quelque chose qui gangrène tous nos territoires et sur lequel tout le monde est d'accord pour essayer de trouver une solution à cette gangrène qui tue nos jeunes et qui empêche de bien vivre dans nos quartiers, on devrait essayer de trouver le chemin pour travailler ensemble plus fortement, de façon cohérente, et mettre tout le monde autour de la table, aussi, plutôt que d'essayer de trouver des responsabilités comme ça et des boucs émissaires qui, à mon avis, ne sont pas une réponse complète. En clair, un jeune homme qui a 25 ans, qui vit de ce trafic, aujourd'hui, il peut être encore sauvé. Un jeune homme qui a 25 ans qui vit de ce trafic, je pense que tout le monde peut être sauvé, mais la question c'est de savoir, en fait la question fondamentale pour moi, c'est que la jeune génération ne soit pas attirée par ce type de métier, ne soit pas attirée par ce type de business et puisse se dire que c'est pas la bonne voie. Et là, on manque peut-être d'un travail sur le terrain, d'un travail de rôle modèle, d'exemple, de gens qui pourraient les attirer vers d'autres métiers, vers d'autres secteurs qui sont bien plus intéressants pour eux, pour leur avenir, pour fonder une famille. Quand vous interrogez les jeunes, nous on intervient beaucoup dans les lycées, dans les collèges, quand vous interrogez les jeunes sur ce qu'ils veulent faire de leur avenir, la plupart des gens sont dans un modèle classique, ils veulent pouvoir, fonder une famille, avoir des enfants, avoir un travail stable, et puis avoir des loisirs, c'est ça leur projet fondamental. Il faut qu'on leur donne les différentes voies qui leur permettent d'atteindre cet objectif-là. Et peut-être que dans les quartiers, elles ne sont pas assez visibles. Et continuer à rêver, comme dit Nourdine Barra. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Reda Didi, je le rappelle, vous êtes directeur général de l'association Graines de France, les associations qu'on retrouve aussi, les activités qu'on retrouvera sur notre territoire très prochainement. Merci infiniment d'avoir été avec nous, Reda Didi, dans ce dossier de la rédaction que vous pourrez aussi retrouver sur viaoccitanie.tv et sur les réseaux sociaux. Allez, à très vite et surtout, restez curieux. Salut.